tous, c'est Mélie Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour la comparaison du dernier tome de la Tour de Garde. Donc L'Armée fantoche de Claire Duvivier, qu'on a reçu, un très grand merci aux éditions des Forges de Vulcain et à Claire, presque début septembre je crois, hein. Ah, super, on l'a reçu super tôt et c'était incroyable, franchement, c'est la fin. Voilà les amis, c'est la fin. C'est pas la fin, c'est fini. Moi je suis un peu dans le déni. Moi ça va, parce que vous allez comprendre la façon dont je vais parler de la fin et de ce troisième tome. Donc, petit disclaimer comme d'habitude, si vous n'avez pas lu les tomes précédents. C'est pas très spoilant on va dire, je pense. Hein. Ouais. Après, ça donne des lieux qu'on ne sait pas forcément qui vont arriver. Voilà, en tout mais cas si vous n'avez pas lu lu les tomes 1, ne venez pas par ici. Les tomes 2 passent encore. Oui. Le tome 1, évitez quand même. Déjà, ce que je trouve, c'est que... Alors, c'est une saga qui, globalement, a un style d'écriture assez lent. Ça ne m'a jamais dérangée. Moi, j'adhérais totalement au style de narration. Mais voilà, je sais que c'était pas pour tout le monde. Dans ce troisième tome de Capitale du Nord, là, pour le coup, j'étais un peu moins dedans. Parce que malheureusement ça souffre un peu de la comparaison avec le troisième tome de Capitale du Sud. Parce que dans Capitale du Sud, voilà, c'est quelque chose de plus chaleureux, de plus passionné. Et les 300 premières pages de Capitale du Sud, c'est la construction de la tour de garde. On apprécie suivre Nox, et avec Nox on suit toute une panoplie d'autres personnages, tout plein. C'est très varié en termes de sujets, et c'est très confortable, c'est très agréable d'être dans cette construction de ce système à la tour de garde. Et ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus froid, on est à la première personne avec Amalia et elle s'isole elle-même volontairement des autres. Et voilà, ça met 300 pages à démarrer, on recommence un peu au même point que dans Capitale du Sud. On resuit un peu la construction mais de loin de la tour de garde. Et oui, j'ai trouvé ça assez lent, c'est surtout que quand je refermais le livre, j'avais pas forcément envie d'y revenir, j'avais envie de savoir la suite de l'histoire. Mais ça me donnait pas envie de me replonger dans l'ambiance, comme pour Capitale du Sud. Alors je partage, c'est quelque chose que je partage. Maintenant, moi j'étais pas à ce stade-là, c'est-à-dire que j'étais quand même très contente d'y revenir et j'en avais envie. J'avais envie d'avancer dans cette histoire. Je dirais qu'en fait, ce début qui est effectivement lent, il faut le savoir avant de le commencer et de s'attendre à ce que ça éclate partout. Je dirais que ça permet de replacer le personnage d'Amalia dans son contexte. Et d'ailleurs ils le disent, c'est vraiment se réapproprier elle-même son individualité. Voilà. Parce que le tome 2, c'est vraiment son lien constant avec Jonas. Là, le début de ce troisième tome, c'est vraiment Amalia qui reprend elle-même qui reprend son libre arbitre, qui arrive finalement à redécouvrir ses propres émotions, parce que finalement toutes celles qu'elle ressentait et qu'elle ressentait très très fort, contrairement au premier tome. J'ai des émotions qu'elle connaissait pas trop. Mais oui, c'était des choses qu'elle connaissait pas, qu'elle savait pas nommer. D'ailleurs, elle le dit à un moment qu'elle ressent des trucs, elle sait pas ce que c'est. Je pense que c'était vraiment la partie Jonas qui déteignait sur elle. Et donc là, le début, c'est Amalia qui effectivement s'isole parce qu'elle a besoin de se retrouver. Et donc moi ça m'a pas dérangée parce que j'étais contente de retrouver Amalia. Ce qui est dommage, c'est que cette partie là dure presque 300 pages sur un roman de 520 et quelques, un truc comme ça. À partir de 300 pages, là tout ça explose. Ça explose pas autant que la fin du tome 1, si vous savez de quoi je parle. Mais voilà, tout se met en route, on rentre un peu plus dans de l'action plus ou moins. Et là vraiment je pouvais plus le lâcher, je voulais lire jusqu'à la fin. Mais une autre chose qui rend peut-être aussi le retour dans la tête d'Amalia, le retour dans Capitale du Nord un peu difficile, c'est que pour des raisons stratégiques, elle met des surnoms à tous les personnages, sauf quelques-uns dont ce serait complètement inutile de mettre des surnoms. Donc du coup, à la fois des personnages qu'on connaissait dans Capitale du Nord, donc c'est difficile à replacer, et à la fois des personnages qu'on a rencontrés dans Capitale du Sud, le tome 3. Et ça, c'était le plus dur. Voilà. Il y a au tout début du roman un rappel des surnoms, de qui fait quoi et qui vient d'où. Mais on n'associe pas les surnoms avec les noms des personnages de Capitale du Sud et avec les noms... Une autre petite critique, c'est... Enfin non, c'est même pas une critique, c'est juste un fait. Je trouve que par rapport à Capitale du Sud, Capitale du Nord, c'est beaucoup plus important de bien se souvenir de ce qui s'est passé avant, vraiment. Sinon on passe à côté de certaines choses, après c'est pas trop grave non plus.
Mais il y a des petites choses, j'étais là en mode ah je me souviens plus, c'est un détail, en plus c'est pas une grosse action dans Capitale du Nord, tome 2, donc du coup je peux même pas rouvrir le tome 2 pour retrouver les passages, parce que c'est vraiment des petits détails, des petits sous-entendus, c'est très subtil. Alors gros big up à la maison d'édition qui a mis un résumé du tome 2 au début du tome 3, puisque forcément nous on est passé par Capitale du Sud entre temps, donc on peut avoir perdu des petites choses, donc ça c'est vraiment super. Mais là effectivement mais comme c'est des petits événements subtils, petits éléments mais qui vont ramener les petites épices, en fait c'est des épices dans le plat total, et c'est vrai que ça fait beaucoup quoi. Mais du coup le lien entre Capitale du Sud et Capitale du Nord est vraiment très bien tissé, je trouve. Alors ça, mais c'est magistral. Moi, je suis admirative de ce qu'ils ont réussi à faire. Le nombre de fois où j'ai repris le tome 3 de Capitale du Sud pour retrouver les passages où il y a les discussions, en fait, les discussions croisées, les points de vue de l'un, de l'autre. Même il y a certaines scènes qui ont lieu que dans Capitale du Sud, mais auxquelles on fait référence dans Capitale du Nord, donc c'est-à-dire que ça se passe en même temps. J'ai été les relire dans Capitale du Sud pour me souvenir exactement de ce qui se passait, comment ça se terminait, et je pense notamment à une rencontre de personnages dans une auberge, j'en dirai pas plus. C'était mais tellement fin, tellement bien joué, tellement bien articulé, exceptionnel, magistral, enfin franchement ça c'est... Je suis admirative, c'est un travail d'orfèvre. Et il n'y a pas forcément de redites aussi. Il n'y a pas de redites, c'est ça. Peut-être quelques-unes, mais c'est nécessaire. Elles sont nécessaires parce que les personnages ne voient pas les choses de la même façon. Mais waouh, j'ai été soufflée dès le début, parce que c'est dès le début qu'on voit ces scènes doubles. Et c'est vrai qu'on pourrait s'attendre, sachant qu'on est, alors contrairement aux 2 premiers tomes, où on a des petits croisements, des petits personnages, voilà. Là on est au même lieu, donc géographiquement dans le même lieu, au même moment, avec les mêmes personnages. Et pourtant, les auteurs ont réussi à nous faire vivre quelque chose de... Enfin, c'est une histoire complètement à part. Donc c'est incroyable. Toujours par rapport à Capitale du Sud, je trouve que les dangers, la magie, la problématique qui guette la ville de Capitale du Nord me paraissent tellement plus dangereux que ceux qui guettent la ville de Gémina. Ouais. Je comprends. Alors que c'est peut-être pas forcément le cas, parce que ils sont plus ou moins... ils jouent sur le même plateau, enfin... Oui. C'est un danger plus ou moins lié par... Ouais. Et aussi le fait que dans le tome 3, alors la tour de garde est censée être un peu entre De Haven et Gémina, mais très clairement l'impression que ça donne c'est que c'est à côté de Haven. Je veux dire c'est la porte à côté. D'ailleurs c'est le cas, d'ailleurs la tour de garde est un domaine, fait partie du nord. Donc je pense que c'est ça aussi qui joue, l'éloignement physique. Donc on a déjà dit, on est dans la tête d'Amalia, et dans le tome 1, on était dans un langage très soutenu, très guindé, parce que c'est son éducation, c'est comme ça qu'ils parlent entre eux, les nobles, plus ou moins nobles de Haven. Et dans le tome 2, elle perd un peu ce langage soutenu. Beaucoup, quasiment tout d'ailleurs. Via Jonas, via ce qu'elle vit, et dans le tome 3, pareil, on ne le retrouve pas tout de suite, mais moi j'ai apprécié le retrouver dans les conversations qu'elle a avec d'autres personnes qui parlent comme ça, enfin voilà. Je trouvais ça chouette. Ça me manquait presque en fait, alors que ça ne facilite pas la lecture dans le tome 1. Et c'est vrai que ça avait été quelque chose quand on avait commencé le tome 1 où voilà, il faut s'adapter très vite en tant que lecteur. Le tome 2, c'était quasiment l'inverse parce qu'elle devait parler dans un langage très différent. Et là du coup on se retrouve un peu lissé sur quelque chose de plus neutre, et c'est vrai que ça manque un peu. Et ça montre une très grande maîtrise, je pense qu'on l'avait déjà dit, mais de la plume. Claire Duvivier, elle a une plume incroyable et qui s'adapte énormément. D'ailleurs, toujours en parlant d'Amalia, elle a beaucoup de difficultés socialement à comprendre certaines choses. Et je sais pas si c'était voulu ou c'est juste parce que je suis à peine plus douée qu'elle. Mais comme on était dans sa tête, il y a des choses qu'elle a pas compris, moi non plus, je les ai pas comprises. Alors je sais pas si c'était voulu parce que du coup on était à la première personne et c'est vachement bien fait, c'est moi le problème. Alors, je dirais que c'est un peu trop. Je dirais que c'était voulu au sens où même quand on a des facilités sociales ou quand on est quelqu'un de social ou on va dire normal. Elle voulait juste dire ça. Normal. Moi j'aime pas trop le terme normal, mais
très bien, admettons quelqu'un dans la moyenne, voilà, dans la moyenne, je pense que c'est fait exprès qu'on comprenne pas tout. Parce que Amalia ne les comprend pas. Maintenant, il y a quand même beaucoup de choses, alors c'est normal qu'on les comprenne pas. Et puis elle peut pas retranscrire des sous-entendus qu'elle a pas pigé. Qu'elle a pas pigé. Mais par contre, je pense que on comprend, enfin je veux dire en tant que lecteur, donc toi peut-être pas, mais tu comprends qu'il y a un truc qu'elle comprend pas si tu veux. Tu vois, Ouais. je veux dire, t'es censé comprendre qu'elle passe à côté de quelque chose parce qu'elle comprend pas tout. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai vécu, je me suis dit, ok, Amalia, elle est spéciale. Voilà, il y a quelque chose chez elle, et c'est pour ça que je pense que toute la première partie est très intéressante. C'est parce que on a un personnage qui, dans le premier tome, était très froid, très pragmatique, très dans le savoir, très dans la connaissance, très peu dans les émotions, dans les loisirs, elle en avait pas, hein, tout simplement. Pas de passion, vraiment rien. Et on s'était dit, c'est son éducation qui a fait d'elle ce qu'elle est. Parce qu'elle était comparée à Irion qui avait eu la même éducation, et à Jonas qui lui avait la même éducation, mais culturellement différent. Donc en fait, on pouvait se dire... Ouais, du coup, moi j'avais quand même pigé que c'était relativement, ça lui correspondait bien à qui elle était quand même. Hein. Oui, alors je pense que oui, ça correspondait en l'occurrence, mais je pense que c'est un peu caché, tu vois. Le fait que, quand elle sort de ça, donc avec Jonas, quand voilà, oui, qu'elle est plus obligée d'être dans le cadre de son éducation. C'est ça, elle ressent du coup des trucs qu'elle n'a pas l'habitude de ressentir, elle se sent mal, enfin on sent bien que la relation avec Jonas, alors outre le fait que c'est super malsain et super chelou, hein, voilà, je pense que tout le monde serait un peu perturbé, quand elle revient à elle, je pense que c'est d'autant plus marquant parce que finalement elle est plus à côté d'Irion, et elle est comparée sans cesse à des personnages qui eux sont socialement normaux, hein, voilà, dans la moyenne, et donc c'est là qu'on se rend compte que elle est vraiment à part. Et ce que je disais à Mélo, c'est que Amalia, vous ferez attention pendant votre lecture, elle a pas de passion, la meuf. Je veux dire, moi je trouve quand même... elle aime pas la cuisine, elle aime pas la bonne bouffe. Elle aime apprendre, elle est curieuse. Oui, mais ça, je pense que c'est vraiment un mécanisme. Pour moi, Amalia, c'est vraiment un fonctionnement très rigoureux. Enfin, elle est extrêmement rigoureuse, mais très... pour moi, c'est mécanique. C'est-à-dire que toute sa vie, on lui a dit, bon bah voilà, ce sujet-là, tu vas le maîtriser. Donc en fait... Ou c'est par besoin. Dans le tome 3, c'est par besoin. Par besoin, oui. Par exemple, le livre. On lui a filé un bouquin, c'est le seul qu'elle a d'ailleurs, en lui disant bah vas-y lis-le. Ah oui, elle fait une fixette dessus. Elle fait une fixette dessus parce que je pense que, bah déjà c'est le seul, mais même dans son étude du bouquin, elle étudie le bouquin. Je veux dire, c'est un livre, c'est visiblement une romance de loisirs, très clairement. Et juste, elle étudie le truc, et elle dit bon bah voilà, ce passage-là c'est carrément pitoyable, bon ça j'ai un peu rigolé, mais voilà. Et elle le découpe le machin, elle le vit pas, elle le découpe. Claire Duvivier, non seulement elle nous présente un personnage atypique, parce que Amalia c'est pas un personnage badass, elle est pas là pour être badass, elle maîtrise, enfin, elle a pas de compétences particulières à part que c'est un puits de science cette meuf, parce que tous les sujets qui lui passent devant le nez, elle va l'étudier, le découper, le disséquer, et elle va le connaître bien, voilà, et elle va être capable de s'en servir. Mais par rapport à Nox, qui lui vit complètement dans la passion, complètement dans l'émotion, qui est très sociable, même si visiblement il n'est pas toujours à l'aise en société, mais il arrive à passer le pas. Elle arrive à s'adapter, mais elle reste quand même en marge, tu vois, c'est des gens... Et même quand on réfléchit à la tour de garde, comment elle prend sa place dans la tour de garde, elle prend le rôle de comptable. Ah oui, bah oui, mais c'est ça. Mais parce qu'elle kiffe ça. Voilà, parce qu'elle est mais là oui, mais avec du coup, c'est quand même une passion, se organiser. Je pense pas que ce soit une mettre passion. Les choses en... Je pense que c'est un besoin. Relier les choses. Je pense pas que ce soit une passion, c'est un besoin. Moi, je le vois bien. À partir du moment où ça lui fait du plaisir, pour moi, c'est et pour moi, c'est pas du plaisir. Ah bah si, elle se sent bien, elle sent mieux après avoir fait ça. Parce que si elle le fait pas, parce que si elle le fait pas, elle se sent pas bien. C'est un besoin très pragmatique de dire si c'est pas fait, on va pas savoir comment on va passer l'hiver. C'est pas de dire je kiffe remplir mon petit carnet. Tu vois, je pense qu'elle aimait bien faire les bûches. Elle le disait. Ah bah tu vois, voilà. Et sa passion, exactement, la passion, la seule passion d'Amalia, c'est de découper des bûches. Je suis désolée. C'est parce qu'elle pense à rien du coup en faisant ça. Non, puis à un moment, on revoit un des personnages clés de son enfance, voilà, pour en dire plus, qui va, je pense, donner
des indices supplémentaires sur, oui, le fait qu'Amalia, c'est quand même... J'ai pas envie d'utiliser le mot neuroatypie parce que c'est peut-être pas ce que voulait faire Claire Duvivier, mais je pense que non seulement Claire Duvivier a mis en place et a mis en avant un personnage qui n'est pas badass, mais en plus, elle nous a mis un personnage qui est... ouais, atypique, je dirais c'est vraiment un personnage atypique. Oui. Voilà. Bon, pour moi c'est mécanique, voilà, c'est tout ce qu'elle fait, c'est un peu robotique, mécanique, ça a un but, mais c'est pas passionnel. Par exemple, Nox, dans le tome 3, et j'avais kiffé ça, il retourne, enfin lui il est guidé par le sens du devoir, par le... Non, par ses valeurs. C'est tout. Pas forcément le sens du voilà, devoir. il est guidé par ses valeurs. C'est-à-dire qu'à un moment, la duchesse des Oreillards, elle vient crever sur son paillasson. Il se dit qu'il va aller mener et il va aller accomplir la quête de la duchesse. Alors qu'en vrai, lui, il a rien à gagner. Il faudrait pas qu'il y retourne tout ce qu'il a à gagner. Il devrait rester chez lui. Mais il va y retourner parce que... Voilà, déjà il lui en a fait la promesse, je crois, sur son lit de mort ou un truc comme ça. Et il est vraiment guidé par ses valeurs. Amalia, elle est guidée par le pragmatisme. C'est uniquement pragmatique ce qu'elle fait. Voilà, donc on sent poindre une petite dose de sentiment à un moment donné, filial, mais c'est à peu près tout quoi. Moi je pense qu'elle a quand même des sentiments. Oui, mais elle les connaît pas. Oui, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'elle les comprend pas, alors que comme elle est tellement en introspection tout le temps, elle devrait peut-être un peu plus se comprendre elle-même. Je pense que pour elle, les passions, elle les ressent pas comme les autres, mais ça reste des passions quand même, je sais pas. Elle a quand même des intérêts parce que sans passion, enfin, quel est l'intérêt de vivre? Du coup, elle devrait avoir. Bah justement. Elle devrait. Comment elle fait pour vivre? C'est pour ça la première partie. Mais oui, mais elle se demande pas comment je vais faire pour vivre. Elle se demande comment elle va faire pour atteindre faire telle chose. Il y a une question fondamentale qui est elle se amenée laisse par Jonas. Donc Bah oui, c'est ça, mais il y a une question fondamentale qui est amenée par Jonas. T'as moyen de vivre ta vie. Vis là, profite. Et elle est juste là en mode. Mais pour faire quoi? Bah non, elle sait ce qu'elle veut faire. Elle sait ce qu'elle veut faire. Mais non, à un moment donné. Elle sait juste, elle veut pas lâcher l'affaire sur ce truc-là. Oui. Pour vivre tranquillement une belle vie. Parce qu'elle sait pas vivre tranquillement une belle. Elle sait pas de quoi est composé ça. Si. Non. Elle a vécu tranquillement 6 mois à la tour de garde. Et ce qui s'est Elle vivait son existence, elle faisait son petite organisation dans son carnet, elle faisait ses bûches. Ce que je suis en train de dire, c'est que je l'aime bien, moi, Amalia, je la kiffe. Y a pas de souci. Mais justement, je trouvais que c'était quelque chose de très fort de la part de Claire Duvivier d'avoir réussi à faire naître ce type de personnage. Du coup, une fois qu'on a passé ces 300 longues pages, je trouve qu'un des déclencheurs, c'est un procès. Et moi, j'ai beaucoup aimé toute la partie juridique. Toutes les réflexions sur comment est-ce qu'on va créer un environnement juridique qui prend qui est à même de prononcer un jugement alors qu'il n'y a pas de seigneur à la tour de garde et que de toute façon Nox il est pas là, qui peut faire ça, comment le faire. Le personnage de Ludwina Karsten qu'on voit du coup dans le tome 3 de la tour de garde, Capitale du Sud, et surtout dans le tome 2, non pas trop dans le tome 2, un peu dans le tome 1. En tout cas j'étais contente de la retrouver. Je trouve que là aussi... retrouver, elle fait des passages. Oui, on sent en tout cas que son conseil juridique est quand même une des bases sur lesquelles s'appuient les personnages pour pouvoir monter un système qui finalement sera viable. J'ai trouvé ça très chouette de penser à ça, surtout qu'en fait dans le tome 3 de la tour de garde, Nox il est de Capitale du Sud, Nox il est vraiment dans son côté idéalisme, ils sont en mode oui là on va faire un poulailler, quelque chose de très... qui répond à un besoin immédiat. Là on est vraiment plus sur le côté ouais ok c'est bien, on a la forme mais on n'a pas le fond du truc, tu vois, parce que des conflits il va y en avoir, on est vraiment en train de créer une ville. Mais par contre moi je trouve que ça a démarré un peu plus tard quand même, a démarré au moment où Amalia quitte réellement la tour de garde. Là ça démarre vraiment. Oui. Après là il y a de l'action. Le procès c'est une petite chose un peu différente du début où on est vraiment dans la tête d'Amalia, il se passe des mois et des mois et des mois. Ouais. Mais tu vois, on est dans la tête d'Amalia, mais en même temps il y a un truc qui est vachement sympa au niveau de la construction, c'est que t'as 2 ou 3 chapitres où on n'est pas dans la tête d'Amalia, parce qu'elle raconte ce qu'on lui a raconté ou ce qu'elle a compris. Ce qu'elle a compris plutôt. Oui, ce qu'elle a compris. Ça nous permet de faire avancer l'histoire sans justement reposer entièrement sur Amalia qui est toute seule. Donc en fait on a l'impression qu'on suit un autre personnage sur la durée de peut-être un demi-chapitre, un chapitre.
Mais en fait, on comprend juste que c'est Amalia qui exprime chronologiquement ce qui s'est passé, alors qu'elle, elle l'a appris plus tard. Mais j'ai trouvé ça bien construit. Ouais, non, c'est bien. Et bien réussi. Voilà. Les ellipses de Claire Duvivier... Je les ai même pas remarquées, enfin ça passe... ça passe crème. Et puis bah la fin. Alors, elle fait plaisir. Mais par rapport au final du tome 1 de Claire Duvivier, Oui. par rapport aux horreurs qu'elle fait vivre à certains personnages parfois, je m'attendais à une fin beaucoup plus Moins dramatique. douce, voilà. Moins douce, ouais, beaucoup. Oui. Mm. L'inverse de douce. Voilà. Maintenant, c'est vrai que finalement, c'est un peu comme Capitale du Sud. C'est une fin, quelque chose de paisible. Voilà, je pense que le mot c'est paisible. Et c'est pas plus mal vu le début. Je trouve que c'est intéressant aussi en y réfléchissant parce que finalement on n'est pas face à des personnages qui vont être martyrs, c'est pas des grands héros, c'est pas, ils vont pas être, enfin si forcément ils sont marqués par ce qu'ils ont vécu mais il y a c'est pas un traumatisme dans voilà c'est ça. Ce que je trouve super bien c'est qu'on a les réponses qu'on attendait quand même. Il en manque une. Ah ouais. Dans le tome 3 de Capitale du Sud, on nous parle d'invasion et ça, j'avais ce petit côté frustration en me disant bah zut, ça correspond à Capitale du Sud, on n'aura jamais la réponse. Capitale du Nord. Non, ça correspond. J'étais persuadée moi que c'était Ah, un que ça problème correspond à qui venait Capitale du du Sud et que ça arrivait vers le Nord et donc que j'aurais jamais la réponse. Et en fait, je suis contente parce que oui, finalement, c'est vraiment l'aspect magique qui est moins expliqué. En même temps, c'est peut-être plus dur à expliquer. Alors que sur les côtés géopolitiques, je comprends mieux. Quand on lit Capitale du Sud, il faut lire Capitale du Nord. Après, on peut lire Oui. Capitale du Nord. Je sais pas si on peut lire Capitale du Nord sans en lire Capitale du Sud au final. Est-ce que si on n'avait pas lu le tome 3 de Capitale du Sud, on aurait toutes les réponses pour Capitale du Nord? Bah, si Je on crois avait lu oui. Capitale du Sud après, enfin, Oui, si on avait ils lu sont dans l'autre complémentaires. Je suis très contente de les avoir lus en quinconce parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent lire trilogie par trilogie et je trouve qu'il y a un peu moins ce côté jeu de piste en fait et cette hâte de retrouver certaines scènes qu'on a lues d'un côté, certains personnages. Après, si on les lit tous vraiment à la suite, qu'on fait 3 et puis T3 et que tout ça c'est lu en 2 mois, ça ira aussi, je pense. Mais c'est sûr que si on espace les lectures, qu'on met d'autres livres entre, je conseille pas du tout. Mais maintenant, du coup, vous avez la possibilité de tous les lire avec très peu de pauses et de vous souvenir bien de tout, vu qu'ils sont tous sortis. Les sorties en poche arrivent. Ils sont très mignons en poche aussi. Alors, Même si moi je préfère le format. Mais les sorties en poche arrivent, donc il y a moyen, ils sont dispo en médiathèque, ils sont dispo en audiobook. Voilà. T'as écouté l'extrait? L'extrait, oui, de Capitale du Sud. Les narrateurs sont bons? Bah, en Capitale du Sud, oui, alors j'ai pas encore pour Capitale du Nord. Donc, on le répète encore et toujours, inlassablement, lisez cette saga. Lisez-la, allez la découvrir et suivez ces auteurs puisque maintenant... Alors, je sais pas s'ils pensaient faire ça. Déjà, il me semble qu'au début, ils pensaient même pas publier les deux Capitales. C'est ce qu'ils expliquaient lors d'une interview. C'était pas prévu, ça s'est fait complètement presque par hasard. Heureusement que ça s'est fait. Ce sont des auteurs à suivre absolument. Claire Duvivier, elle a aussi écrit Un long voyage qui est passionnant. Et qui se lit super. Ouais, voilà. Alors que le rythme est lent aussi. Hein. C'est ça, c'est impressionnant. Donc je vous mettrai la comparaison qu'on a fait en barre d'infos aussi. Et ils ont d'autres projets. Là, pour Claire Duvivier, un projet de SF en jeunesse, si je ne me trompe pas. Alors je me souvenais que c'était jeunesse. Guillaume Chamaladian est aussi en train de travailler sur un autre projet. Donc voilà, ce sont deux auteurs francophones à découvrir et surtout à suivre. Voilà, et bah écoutez, si vous avez fini cette saga, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis bah en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures.